Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à notre antenne et bienvenue dans Écho 40. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet au cœur de l'avenir de l'éducation, les Open Badges. Vous en avez peut-être entendu parler, mais que sont-ils réellement? À quoi servent-ils? Peut-il révolutionner la manière dont on apprend et valorise nos compétences? Pour en discuter, un invité en plateau. Son nom, Alphonse Niamier. Il est chercheur, expert et praticien de l'éducation numérique. Avec lui, nous allons devoir passer au pain fin tous les points ayant trait bien sûr à notre thème du jour. Alphonse, bonjour et merci d'honorer notre plateau. Bonjour Mathieu, merci à vous également pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, on va faire très simple. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est en réalité les Open Badges? Alors, déjà, je me présente vite fait. Je suis Alphonse Niamier. Je suis chercheur à l'Université de Toulouse. Parfait. Du coup, nous travaillons sur la problématique de la communication et de l'éducation avec les Open Badges. Donc, notre vision, c'est de transformer communicationnellement l'enseignement supérieur par les Open Badges. Et les Open Badges, c'est un système de reconnaissance de la connaissance et de la compétence associée. De façon très simple, on peut le dire comme ça. Et donc, lorsque quelqu'un détient un Open Badge, cela certifie qu'il a une connaissance spécifique et qu'il a développé la compétence associée à cette connaissance. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de diplôme numérique ou c'est quoi concrètement? Alors, l'Open Badge n'est pas un diplôme. L'Open Badge est je me répète quand même, c'est un système de reconnaissance. Dans un diplôme, il y a des conditions de validation. Donc, un diplôme dira il faut avoir tel volume horaire de cours, tel volume horaire d'enseignement, de travaux, de ceci, de cela. Et tous ces éléments que le diplôme demande pour être acquis, ces éléments vont s'obtenir par l'Open Badge. Donc, c'est l'outil qui permet de délivrer un diplôme après. Alors, on peut dire que l'Open Badge porte un crédit ou porte des crédits qui donnent le diplôme. Mais lui n'est pas le diplôme. Alors d'où vient concrètement ce concept et comment s'est-il développé à travers le monde? Alors, le concept des Open Badges est né en 2011 précisément par la Fondation Mozilla aux États-Unis et il est né pour pallier à un besoin spécifique, c'est que des diplômés n'avaient pas forcément la compétence qui allait avec le diplôme pour faire face à certains enjeux de la société et d'autres personnes qui avaient certaines compétences et expertises n'avaient pas le diplôme qui allait avec cette expertise pour... Il se pose une question d'adaptation, formation, emploi. Effectivement, l'accent s'est posé. Oui. Et donc, Mozilla a développé le concept d'Open Badge qui permettait de reconnaître l'expertise, la compétence de certaines personnes spécifiques qui l'ont développé en dehors de l'école. Et progressivement, cette compétence a commencé à être demandée à intégrer dans les universités, mais qui, elle, avait un autre problème, qui est, vu qu'il n'y a pas de valeur académique derrière cette compétence, ça allait poser un problème. Et donc, de 2011 à 2014, l'Open Badge est tombé dans le domaine public pour être vulgarisé. Et donc, plusieurs universités ont pris le sujet à cœur. En France particulièrement, en 2016, les premières initiatives ont commencé. Jusqu'en 2019, les premiers résultats ont été publiés en France. Et du coup, les universités ont commencé à s'approprier de ces Open Badge. Et en Europe, il y a tout un vaste projet sur les Open Badge qui est développé, qui est lancé depuis quelques années. Et en Afrique, nous, on a lancé l'initiative également avec les Open Badge. Alors, c'est un instrument qui va permettre dans une université de mieux organiser la formation pour qu'elle puisse atteindre son but académique et professionnel. C'est ça qui est l'élément important à retenir. C'est cette adéquation académique-professionnelle qui est mise en place par l'Open Badge. Donc aujourd'hui, tout le monde entier, chacun fait un peu le petit chemin pour s'approprier du concept, pour le développer, parce que aussi bien l'Europe, l'Occident ou l'Afrique, aujourd'hui, c'est un enjeu qui permet de développer tout ce qui est instrument éducatif. Parfait. Alors, quel lien ou bien quelle différence peut-on établir entre un diplôme classique et un Open Badge? Je vais m'appuyer sur quelques travaux de notre recherche déjà. Quand on dit un diplôme classique, on va rester dans notre zone. Là, nous sommes aujourd'hui au Togo, dans la zone LMD, la zone CAMES. Oui, CAMES, oui. On va prendre ce cas spécifique. Un diplôme pour être obtenu aujourd'hui dans la zone CAMES, il faut qu'il y ait une partie académique et une partie professionnelle. Parce que le système LMD va faire la liaison entre le monde académique et le monde professionnel. Et du coup, la façon de l'obtenir demande des outils spécifiques pour justifier l'acquisition de connaissances théoriques, mais aussi pour mesurer le développement de compétences pratiques.
Et c'est là où l'open badge intervient. De façon classique, les écoles ont de plus en plus de mal à justifier le développement d'une compétence pour une connaissance qu'ils ont enseignée pendant la formation. C'est un fait, la recherche l'a démontré, plusieurs auteurs l'ont cité. L'open badge va venir concilier en sorte que dans la formation directement, un étudiant, un apprenant, développe cette compétence professionnelle associée à la connaissance qu'il a apprise en même temps. Donc, c'est ça qui fait la nuance entre un diplôme classiquement obtenu, où on a du mal à mesurer un développement de compétences dans la formation, et l'option Open Badge. Parfait. On va s'intéresser bien sûr maintenant aux Open Badge et le système éducatif à travers le monde. Vous avez eu bien sûr à toucher quelques points ça et là, mais entrons maintenant dans le domaine éducatif proprement dit. Comment les écoles et les universités ou carrément les centres de formation que nous avons utilisent-ils les Open Badge? Alors aujourd'hui, plusieurs méthodes sont mises en œuvre. Vous avez des écoles qui font leur formation de façon indépendante et ensuite les étudiants eux-mêmes, une fois diplômés, cherchent à obtenir des compétences complémentaires avant de se vendre sur le marché de l'emploi. Vous avez ce modèle qui est beaucoup plus développé dans les économies du Sud. Un exemple beaucoup plus approfondi dans les économies plus développées comme en Amérique du Nord, le cours lui-même peut être animé en modèle Open Badge. Le cours lui-même. Le cours, hein? Oui, un cours donné spécifiquement peut être animé dans une pédagogie Open Badge. En sorte que l'étudiant, à la fin du cours donné, il a à la fois la connaissance et la compétence. Cela requiert une certaine expertise de la part de l'animateur enseignant. Cela requiert effectivement une complémentarité entre une école et son réseau d'entreprises partenaires. Cela demande également une infrastructure numérique adéquate pour supporter. Alors, cette façon de le faire n'est pas encore très développée dans la zone sud parce qu'effectivement, on a quelques différences sur ces éléments que je viens de citer. Mais la façon la plus intéressante d'intégrer l'Open Badge, c'est que l'Open Badge influence le cours directement. Ça, c'est du côté Amérique du Nord. Aujourd'hui, on vient du côté européen. Vous avez des écoles comme l'Université de Montpellier, comme d'autres universités comme l'Université de Bordeaux, qui font l'expérimentation Open Badge dans des cours, effectivement. Ou encore qui laissent les étudiants apprendre des compétences complémentaires spécifiques et qui sont reconnues avec des crédits dans leur formation. Et donc, chaque école essaie de trouver un modèle qui lui sied le mieux par rapport à son infrastructure et à ses ressources pour développer l'Open Badge. Nous, ce que nous postulons, c'est que nous influençons le modèle pédagogique de l'école en sorte qu'un cours qui lui est donné doit s'appuyer sur une technologie qui va allier à la fois cette théorie académique et cette compétence professionnelle. Et donc, on s'inspire beaucoup plus je dirais, du modèle nord-américain, qui est justement le modèle d'origine des Open Badge, en sorte que lorsqu'un étudiant a un diplôme, l'ensemble des compétences que ce diplôme doit conférer sont développées pendant la formation. Ça permet à tout le monde d'être gagnant. Une entreprise qui doit le recruter, de ne pas passer encore des heures de formation avant de l'utiliser. Ça permet au diplômé lui-même de ne pas payer encore des frais supplémentaires pour faire une compétence avant d'être inséré. Ça permet à l'école de dire oui, moi, école, je forme des personnes qui sont des finissants utilisables directement. Et donc, on reste ici dans le schéma proposé par le LMD dans sa définition normale sur les 4 axes principaux. Parfait. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Open Badges servent à reconnaître uniquement les compétences techniques ou carrément compétences transversales comme le travail en équipe ou la créativité? Alors, pas que. Effectivement, nous sommes dans un modèle qui s'étend sur plusieurs périmètres. Vous pouvez avoir une compétence technique à faire reconnaître, oui. Mais une compétence qui peut ne pas être technique, c'est pas le travail d'équipe. Effectivement, dans une formation qui s'inspire de notre modèle, on va ici passer par des travaux de groupe, par des travaux de consultants, par des travaux de recherche, par des travaux d'atelier. Donc, l'étudiant va être ici mis dans un contexte où il va développer une compétence de pouvoir être autonome, donc à travailler seul, mais également de pouvoir s'intégrer à une équipe, à travailler en équipe. Et parfois, on démontre cela par le fait que dans une équipe, les étudiants apprenants s'auto-évaluent eux-mêmes. Donc, je peux évaluer mon collaborateur apprenant comme moi ou un autre collaborateur apprenant en sorte qu'on puisse développer une certaine autonomie collective. Donc, on est sur l'apprentissage individuel et collectif en même temps. Sur une autonomie dans l'apprentissage, mais également une assiduité pour écouter l'enseignant qui vient. Donc, c'est vraiment que l'apprenant est mis dans un univers sous plusieurs angles.
Et ça va toucher, je ne vais pas aller trop en profondeur, mais ça va toucher ici ce qu'on va appeler les 3 dimensions de l'apprentissage. Oui. L'apprentissage formel dans une salle de classe, l'apprentissage non formel en dehors de la salle de classe, mais organisé par un enseignant, et l'apprentissage informel qui se fait de façon indépendante totalement de la salle de classe. Et donc, dans ces 3 milieux d'apprentissage, l'apprenant peut travailler seul, en équipe, en famille, ainsi de suite. Est-ce que les open badges ne viennent pas compléter peut-être le système éducatif carrément ou remettre en question ce qu'on a déjà depuis des années dans nos écoles de formation, universités, ça et là? Alors, remettre en question, je ne dirais pas. L'origine de notre recherche sur les open badges, si vous voulez, nous faisons une recherche en communication. Donc, le point de départ pour nous, c'est la communication organisationnelle. Donc, comment est-ce qu'à partir d'une approche communicationnelle, nous pouvons prédire, je dirais, une organisation idéale? Et effectivement, c'est dans ce cadre-là que les open badges sont un outil pour nous et que l'enseignement supérieur est un terrain d'étude pour nous. Et donc, dans cette logique que nous postulons, l'open badge vient plutôt améliorer ou corriger quelque chose qui existe déjà, qu'on va appeler le système LMD en application en Afrique subsaharienne, ou en France, ou dans le monde entier. Donc, c'est ce système LMD qui a des normes spécifiques que nous estimons ne pas être correctement appliquées. Et ça, nous l'estimons parce que nous avons vu dans la recherche scientifique. Donc, il a été prouvé que dans plusieurs zones, le LMD a du mal à s'appliquer correctement. Et donc, l'approche par les open badges vient porter une correction, mais ne vient pas changer, ne vient pas dire que ce qui était là n'est pas bon. C'est juste une contribution pour améliorer le système existant. Alors, concrètement, un étudiant, on va faire un peu dans le concret, parce qu'on en parle, les gens se demandent justement de quoi il s'agit-il. Il s'agit, un étudiant qui a les open badges, comment peut-il l'utiliser dans son parcours? Est-ce que ça lui sera profitable ou carrément c'est juste aller apprendre, on apprend, on revient, on écrit encore, j'ai l'honneur pour ceux qui ont une place dans une entreprise de la place? Ok, alors pour parler concret, on va aller plus loin que ça. On va prendre un exemple spécifique pour qu'on puisse voir comment ça va se dérouler. Alors, donne-moi par exemple un exemple d'un module. Un cours par exemple. Oui. Donne-moi un exemple d'un cours. Comme ça, on va prendre le cours et on va expliquer comment on obtient le badge et comment est-ce qu'on l'utilise. On va prendre Histoire des médias. Ok, on prend le cours Histoire des médias. Oui. Histoire des médias peut s'étudier en première année de communication des organisations, par exemple. Okay. Dans ce cours, il y a des connaissances spécifiques qu'on a prévues. Donc, l'enseignant doit transmettre à des apprenants la connaissance sur l'histoire des médias. Par exemple, la naissance des médias, l'évolution des médias et comment les médias sont aujourd'hui utilisés. Par exemple, ces connaissances que l'étudiant va apprendre, il doit nous démontrer, 1, qu'il les a retenues, donc qu'il a appris ces connaissances, 2, qu'il peut les utiliser pour répondre à un besoin. Donc, si aujourd'hui, un média doit être utilisé pour répondre à un problème de société, un étudiant qui a fait le cours Histoire des médias doit être capable de l'utiliser. Et du coup, dans le cours Histoire des médias, il faut laisser un espace à l'étudiant pour que sa connaissance Histoire des médias soit mise en application directement. Et du coup, l'enseignant qui enseigne le cours Histoire des médias va à la fois juger que l'étudiant a compris sa théorie qu'il a exposée, mais qu'il a utilisée dans un cas pour répondre à un problème de société effectivement. Et dans l'évaluation finale de ce cours, en fait, il faut que l'étudiant soit testé sous plusieurs angles. Pas uniquement par une théorie qu'il va réciter dans une évaluation, mais effectivement par les travaux qui vont être restitués aussi bien à l'écrit qu'à l'oral pour qu'on juge son niveau d'application de cette connaissance. Et du coup, sur le rendu de l'open badge, toutes les preuves de son apprentissage sont stockées. C'est un élément important. Dans le système classique, lorsque j'attribue une note à quelqu'un, il y a une souveraineté de celui qui a évalué. Et il n'y a que la note qui circule. Et du coup, même s'il n'arrive pas à démontrer son niveau de compétence face à une note, on se dit, mais pourquoi il a eu 18 sur 20 et qu'il n'arrive pas à faire telle chose? Mais ici, avec l'open badge, la preuve de l'apprentissage est stockée sur l'instrument numérique. Et donc, celui qui va utiliser cet étudiant peut vérifier pourquoi il a eu 18. Pourquoi on estime... une entreprise quelconque... Oui. L'entreprise peut vérifier parce que la preuve est stockée sur l'outil digital de diffusion. Donc, quand l'étudiant dit « moi, j'ai un open badge » à la fin de sa formation, l'open badge qui est transféré à l'entreprise, imaginons un CV,
a dessus les liens pour vérifier son apprentissage. Et donc, l'entreprise peut se faire sa propre idée sur l'apprentissage. Donc, on n'est plus sur un chiffre note qui va circuler, mais on est sur une preuve de ma compétence, de ma connaissance qui vont circuler. En sorte que l'entreprise fait sa propre idée et recrute l'étudiant. Ça nous fait économiser des temps énormes de recrutement, de formation, ainsi de suite. Et l'étudiant, s'il sait qu'il n'a pas pu appliquer la connaissance, il ne partagera pas. Donc, celui qui partage son Open Badge, parce qu'il sait qu'il a eu l'Open Badge et qu'il a répondu à toutes les contraintes de l'Open Badge. Oui. Et celui qui recrute un étudiant par un Open Badge, il sait que ce n'est pas juste un chiffre qu'il va l'aider à prendre sa décision, mais il recrute quelqu'un sur une base de preuves consultable. Le profil est bien défini. Voilà, qui est défini. On a une idée de la personne, voilà. Elle ne vient pas pour apprendre à nouveau. Non. Elle maîtrise. Histoire des médias, on sait qu'il a compris le cours parce que voici ce qu'il a donné comme explication. On sait qu'il a fait une preuve, voici le projet qu'il a eu à faire par exemple, voici ce qu'il a eu à faire, ainsi de suite. Donc on a ces éléments de preuve. Et donc ça circule par le numérique. On va s'intéresser un peu à la dimension technologique et accessibilité bien sûr des Open Badges. Parlons un peu technologie bien sûr. Sur quelle plateforme repose bien sûr ces Open Badges dont vous vantez tant les mérites? Alors, l'introduction est bien faite. Tout à l'heure, je disais qu'on va circuler par le numérique. Oui. Alors, il faut distinguer trois choses dans cette notion d'accessibilité. Il y a d'abord l'infrastructure, qui va être un système numérique sur lequel va endosser l'Open Badge une fois qu'il est obtenu. Il va avoir l'infrastructure qui va permettre de décerner l'Open Badge, donc d'évaluer, de contrôler l'Open Badge. Et après, il va y avoir une infrastructure d'apprentissage. Oui. Donc, on est sur ces trois niveaux. Un étudiant peut étudier dans son école de façon classique. Il peut étudier avec le numérique. Il peut étudier avec une plateforme numérique. Ça, c'est l'infrastructure de l'école dans l'apprentissage. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est que le système d'apprentissage soit aussi numérique pour que l'étudiant s'habitue au numérique. Par contre, les infrastructures dans lesquelles on peut déterminer les Open Badges ou les attribuer sont personnalisées. Nous avons notre propre infrastructure, la Open Badge, mais chaque école peut créer son infrastructure personnalisée pour attribuer l'Open Badge. Après, l'infrastructure qui va loger l'Open Badge une fois obtenu. Alors, on a aujourd'hui la blockchain qui va adosser la trace de l'Open Badge. Après, ça peut être distribué sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, et ainsi de suite. Mais on est sur du numérique. Vous avez compris, tout est numérique. Sur l'Open Badge, le thème Open, ici, justement, on est sur du numérique. Oui. Et donc, ça demande quand même que l'école soit à une aide numérique, comme nous sommes aujourd'hui, pour qu'elle puisse quand même bénéficier de tous les bienfaits de l'Open Badge. Il faut avoir la connexion. La connexion Internet. Oui. Et donc, du coup, qui rentre dans les défis. Plus ou moins pour que tous les étudiants aussi aient les smartphones. Un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Donc, il faut un équipement numérique avec la connexion Internet pour qu'on puisse travailler en mode Open Badge. Parfait. Alors, comment? Par contre, pour compléter, l'application est faite en entreprise ou à l'école. Pas forcément besoin d'Internet pour faire un travail. Mais pour restituer mon travail, c'est là qu'on a besoin d'Internet. Donc, si je suis en train de faire la mise en œuvre pratique de ce que j'ai appris à l'école, dans une entreprise, pas forcément besoin d'Internet. Mais lorsque je vais restituer mon travail, c'est là qu'il faut Internet. Donc, ça fait un mix, des deux. C'est ça. Alors, comment un étudiant ou carrément un enseignant peut-il créer ou obtenir son Open Badge? Alors, un étudiant peut obtenir son Open Badge de par son école, déjà, ou encore de par un système international qui est ouvert. C'est vrai qu'à Lomé, nous sommes présents pour la rentrée prochaine à Lomé, à l'USC. Donc, un étudiant peut avoir un Open Badge de par leur infrastructure, déjà. Mais toute infrastructure qui distribue un Open Badge, qui attribue un Open Badge, qui évalue une compétence, peut être fait. Mais au Togo, aujourd'hui, nous avons une infrastructure que nous développons aujourd'hui à Lomé. Donc, ceux qui sont au niveau de l'univers Ouessé. C'est ça. Parfait. À Tiego, l'univers Ouessé. Donc, ceux qui sont à Lomé, qui veulent l'avoir, peuvent l'utiliser. S'approcher, bien sûr, de cet institut-là. C'est ça. Pour avoir un Open Badge et bénéficier de cette technologie de formation à partir de l'Open Badge. C'est bien. Est-ce accessible dans les pays en développement comme les nôtres en Afrique? Je veux parler par exemple du Togo, du Ghana, ou du Bénin, de la Côte d'Ivoire par exemple. Alors,
c'est vrai que économiquement parlant, on va classifier les pays en disant pays en développement, pays développés, ainsi de suite. C'est vrai que cette classification existe et c'est normal qu'on puisse en tenir compte. Mais pour moi, aujourd'hui, il y a des systèmes qui dépassent ces frontières. Lorsque un étudiant qui étudie à Lomé détient un diplôme dans une formation dite de type LMD et que son homologue en France obtient le même type de diplôme de type LMD et qui peut quitter le Lomé, aller en France, étudier dans une autre école de type LMD, pour moi, il n'y a plus de frontières entre développé et pas développé. Ça, c'est grâce à l'Open Badge. Non, déjà, par le principe académique. Aujourd'hui, que je sois un pays développé ou pas développé. Souvent, quand on voyage de l'autre côté, il faut redescendre encore d'une effectivement. année. Voilà, c'est là où effectivement cette frontière va se présenter. Oui. Alors, et c'est là où ça dépend de comment l'étudiant aussi a étudié, du contexte, du cadre, ainsi de suite. Je vais prendre un exemple très banal et très simple. Oui. En France, le stage est obligatoire en école de commerce, par exemple, c'est en classe supérieure. Donc, je peux avoir 15 suivants, je n'ai pas fait de stage validé, je ne vais pas en classe supérieure. Ah oui. À Lomé, je peux avoir 10 suivants, avoir mes crédits, 60 crédits, puis passer en classe supérieure juste par mes crédits. D'accord? Mais de l'autre côté, il faut avoir mes crédits, je passe en classe supérieure. Donc, les conditions de l'apprentissage de pays en pays vont être différentes et vont faire qu'un étudiant peut être plus ou moins compétitif par rapport à son homologue. Et effectivement, l'Open Badge, dans notre approche, vient régler ce problème. L'étudiant qui soit en Côte d'Ivoire, qui soit à Lomé, qui soit en France, c'est la même approche, le même protocole d'Open Badge. Donc, ce sont les mêmes méthodes d'apprentissage qui sont soumises à ces étudiants. Et donc, du coup, si l'étudiant obtient un diplôme par l'Open Badge, il n'y a pas de raison que de l'autre côté, on ne puisse pas le reconnaître. Parce qu'on entend organiser chaque semestre d'ailleurs une reconnaissance de tous les pays qui sont intéressés à notre approche Open Badge. Exemple, à la fin du semestre 1, les étudiants qui sont soumis à l'Open Badge au Togo peuvent être proposés à un jury d'enseignants qui se trouvent dans une école en France qui reconnaît les Open Badge, en sorte que ces étudiants soient suivis déjà pour voir, ah ok, ils font ceci, ils font cela, ainsi de suite. En sorte qu'à la fin de sa formation, s'il veut intégrer l'école en France ou l'école en Côte d'Ivoire, ce qu'il a appris au Togo est connu en avance, a même voyagé avant lui. Et donc, cette transparence dans la formation et apportée par l'approche Open Badge va faire que la circulation va être encore plus fluide entre les différents systèmes économiques, entre les différents systèmes éducatifs, et qu'un étudiant puisse quitter le Togo à un autre pays sans se soucier de est-ce que j'ai appris comme je devrais apprendre dans ce pays. Voilà, c'est à régler. C'est bien, c'est clair, comme l'eau du rocher. Alors, il y a une question qui se pose très très souvent quand on parle du numérique. On est face bien sûr à la falsification où on se demande si les Open Badges sont vraiment authentiques, infalsifiables. Il y a cette question qui demeure. Une fois que j'ai annoncé l'émission sur une plateforme, ces questions ont été posées. Ont été posées et puis bon voilà. Alors, j'ai deux niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse est d'abord sur la technologie. Alors, effectivement, dit que ce n'est pas du tout falsifiable. Ce serait un peu se tromper. On est tous d'accord que la technologie évoluant, chaque jour, des hackers vont chercher à falsifier tout ce qui existe et qu'on va chercher à les protéger davantage. Ah oui. Mais aujourd'hui, la blockchain paraît le système le plus sécurisé. Et les Open Badges, une fois obtenus, sont logés sur la blockchain. Et donc, le premier niveau de technologie de protection, c'est que l'Open Badge obtenu est logé sur la blockchain. Le second niveau de réponse que je vais apporter, c'est que nous, dans l'approche Open Badge, nous développons une valeur intrinsèque. L'étudiant qui a appris une connaissance et qui l'a utilisée pour résoudre un problème de société, cette utilisation devient une valeur qui lui est propre. La preuve de son apprentissage est transférée. L'entreprise qui va l'utiliser se rendra compte simplement que ce qui est marqué dans la preuve, ce n'est pas lui qui l'a fait ou c'est lui qui l'a fait. Ah oui. Lorsqu'on est dans l'évaluation, ce n'est pas qu'une évaluation anonymée. On est sur une évaluation à la fois visuelle, donc je vois celui qui a écrit, celui qui a dit, ainsi de suite, mais celui qui va recevoir a la possibilité de vérifier l'information et la preuve de l'information. Si on prend deux cas, un diplôme classique qui est falsifié, ce n'est qu'une note ou un crédit, donc un chiffre, qui va juste modifier sur le diplôme classique, qui est falsifié. Un Open Badge falsifié va être plus compliqué parce qu'il va falloir aller modifier la preuve de l'apprentissage, il va falloir aller modifier le visage de l'individu qui a fait son apprentissage. Et ensuite, il faut que, quand moi je suis entreprise, je vérifie cette preuve, il faut que le visage que je vois devant moi soit aussi conforme avec dans la tête de cette personne. Parce que j'ai vu la preuve, je lui pose la question.
Il ne peut pas dire deux choses différentes. Ah oui. Et c'est là où ça devient compliqué de falsifier parce qu'on augmente la valeur intrinsèque de l'individu par l'open badge. Et pour moi, ça, c'est un peu plus compliqué à falsifier. C'est bien. Vous êtes bien sûr Alphonse Namien, chercheur, expert et praticien de l'éducation numérique. Et depuis quelques moments, nous parlons bien sûr de l'éducation à l'ère des open badges. Pour mieux cerner le fond, on continue le débat. Et il y a une question qui demeure. On dit, est-ce que ça ne rendra pas les étudiants, les apprenants beaucoup plus paresseux, les open badges? Quand on a la possibilité d'être sur son lit et de faire le travail à distance, c'est s'auto-évaluer en quelque sorte. On se pose mille et une questions tout autour de cette approche-là. Alors, il faut quand même faire une grosse nuance entre le numérique et son usage. Et je pense que c'est vrai que parfois, le numérique dans les pays du Sud, dans quelques pays du Sud, est vu comme un outil indépendant, un outil à côté de ce qu'il y a traditionnellement. Et ce que nous postulons ici, c'est que le numérique influence notre outil quotidien. Lorsque l'enseignant, habituellement, a un fascicule qu'il partage aux étudiants, nous nous disons que ton fascicule rend le numérique. Pas pour que l'étudiant soit couché sur son lit pour accéder au fascicule, juste pour que l'étudiant, partout où il part, il ait accès. Et donc, on ne change pas forcément la pratique, le fondamental de l'enseignement ou du travail, mais on va changer la condition de cette pratique. Et pour moi, un étudiant qui doit être comptable dans une entreprise, par exemple, sa façon de travailler ne changera pas. C'est juste qu'il peut désormais comptabiliser quand il est dans son école ou quand il est à l'entreprise, quand il est à la maison. Mais ça ne change pas la règle de base de sa présence, de son assiduité. Et donc pour moi, non, ça n'a pas plus paresseux. Au contraire, ça laisse plus de possibilités à l'étudiant d'apprendre. Et ça laisse plus de possibilités à l'école d'organiser son apprentissage et son enseignement. Et donc, on n'est pas dans une dynamique de rendre plus paresseux, mais de rendre beaucoup plus dynamique et plus performant l'apprenant. On ne va plus juste lui dicter une formation pendant toute une année et lui dire, va faire un stage. Stage dans lequel l'école n'a aucune implication. Mais ici, l'école sait que mon étudiant, en apprenant à l'école, il a eu accès à une entreprise à distance, par exemple. Une entreprise qui est à Lomé, ou qui est à Abidjan, ou qui est à Toulouse, ou qui est dans un autre côté du monde, peut se connecter à mon école qui se situe aujourd'hui à Atieg ou à Lomé. Et du coup, de là où je suis, j'accède aux données de cette entreprise-là pour apprendre ce qu'il y a à apprendre. Et c'est ça qui change le numérique. Donc, ça ne rend pas plus paresseux, mais ça augmente les possibilités de mon apprentissage. Et ça rend mon apprentissage plus flexible. Pour d'autres, il y a un petit souci, la pénétration du taux d'Internet, par exemple, dans nos pays. Qu'en dites-vous? C'est un problème, effectivement, qui n'est pas encore totalement résolu, mais je pense qu'il y a des efforts qui sont faits. Aujourd'hui, l'Afrique n'est pas en marge du taux de pénétration du smartphone. On a quand même des taux assez importants de pénétration du smartphone. On a aujourd'hui des accès Internet plus facilités pour certaines applications que pour d'autres, comme les réseaux sociaux ou les télécoms font des forfaits spécifiques. Donc, ça veut dire qu'on peut changer notre façon d'enseigner, ne pas avoir un site tendu et commencer à utiliser certaines applications qui sont moins consommatrices de données dans nos enseignements, déjà. Je pense que l'effort est encore à faire. Mais pour moi, ce n'est pas un blocage. Je disais la dernière fois à quelqu'un qui a aussi posé cette question, je dis, est-ce que si je n'ai pas de smartphone, que je n'ai pas les moyens de me payer une connexion Internet, je ne peux pas être bloqué? Mais la question est que des personnes n'arrivent pas à avoir le transport pour aller à l'école. Je n'ai pas d'argent pour payer le transport physique pour aller à l'école. Et donc, j'abandonne l'école parce que je n'ai pas l'argent pour payer mon inscription. Donc, la question d'avoir un accès limité à l'éducation est une question qui est posée depuis toujours. Ce n'est pas un accès au numérique qui va alourdir, même si sa réalité est là, mais je vais dire que plusieurs raisons aujourd'hui créent des accès, l'inaccès à l'éducation en Afrique ou ailleurs. Donc, le numérique ne va pas venir aggraver. Pour moi, c'est au contraire, en tout cas pour mon expérience, pour les zones où je suis passé, à Abidjan et à Lomé, où nous avons commencé cette expérimentation, nous n'avons pas encore connu de blocage parce que le numérique fait défaut. Nous avons d'ailleurs à Lomé l'école qui nous abrite. L'école est connectée totalement. L'école a une salle, toutes les salles sont connectées, toutes les salles ont le Wi-Fi. Elle a donné une tablette à chacun de ses étudiants. Donc l'école a fait l'effort de cette connectivité. Donc je pense que les institutions aussi font des efforts.
Ce n'est pas forcément totalement suffisant, mais il y a des efforts qui sont faits pour que chacun soit connecté. Et je pense que ce sera un blocage aujourd'hui. Parfait. Cela m'amène à vous poser cette question. Les open badges peuvent être appliqués à quel niveau d'études? Dans le primaire, secondaire ou dans le supérieur? Nous avons fait le choix de commencer notre application dans le supérieur. C'est un choix que nous avons fait. Mais c'est-à-dire après le baccalauréat? Oui, c'est un choix que nous avons fait. Mais l'open badge peut être appliqué au lycée, au primaire, à la maternelle. À partir du moment où vous avez un système de formation qui identifie des connaissances à apprendre et un système de mesure de l'apprentissage effectif, alors on peut avoir des open badges. Très bien. L'impact professionnel et employabilité, parlons-en maintenant. Et de façon concrète, comment les entreprises perçoivent-elles les open badges? Vous avez eu à faire des essais ça et là. On peut avoir une idée? Alors, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas d'entreprise sur le plateau pour en parler avec elle, parce que ce que je dirais, ça peut être taxé de dire, OK, il prêche pour sa propre paroisse. Mais effectivement, les expériences que nous avons déjà vécues avec les entreprises ont été des succès. Le problème des entreprises, c'est d'avoir des étudiants diplômés qui ont validé des formations et qui n'arrivent pas à l'appliquer. Et ces étudiants en entreprise disent, écoutez, nous, on est venus apprendre. Et donc déjà, il y a un conflit qui naît tout de suite lorsque l'étudiant a sa première expérience, parce qu'il pense qu'il part en entreprise pour aller apprendre. D'une certaine façon, ça peut être vrai. Mais l'entreprise dit, écoutez, moi je t'ai recruté, je vais te payer, c'est pour que tu puisses travailler pour moi. Et ce conflit, il naît et il est réel. Avec les open badges, l'expérience que nous avons fait déjà, l'expérience est beaucoup plus en Côte d'Ivoire pour l'instant qu'au Togo, est que les entreprises qui ont recruté des étudiants qui détiennent un badge spécifique ont été satisfaits de ce que peut faire cet étudiant. Nous avons fait l'expérience avec un cabinet d'experts comptables qui a recruté des étudiants qui détenaient un badge en comptabilité et le badge a été construit avec le cabinet, par exemple. Donc, une entreprise qui est recrutée par les open badges peut dire, écoutez, moi je vais recruter par les open badges, voici mes conditions de recrutement, voici mes compétences que j'exige et nous on regarde, est-ce que l'open badge construit tient compte de ces compétences. Sinon, on considère l'open badge une connaissance spécifique. Mais pour l'instant, ceux qu'on a eu en test sont satisfaits. Mais ça peut être l'occasion d'un prochain débat avec des entreprises qui auraient expérimenté au Togo et qui pourraient donner un témoignage beaucoup plus parlant qui serait bénéficiaire. Alphonse, dites-nous, est-ce que, selon vous, un recruteur accorde déjà de la valeur à ces badges? Alors, la question est discutée. Lorsque le recruteur n'a pas la preuve de l'apprentissage, il considère que ça ressemble à un diplôme ordinaire. Et nous ne sommes pas les inventeurs de l'open badge. Donc, d'autres institutions font des open badges, effectivement. Et cette question a été posée parce que certains ne donnent pas effectivement la preuve de l'open badge, de l'apprentissage. Mais dans sa définition, la preuve est à donner. Nos open badges ont la preuve de l'apprentissage associée. C'est ce qui fait que les recruteurs que nous avons rencontrés n'ont pas du mal à se prononcer parce que la preuve de l'apprentissage est disposée. Et pour moi, c'est ce qui fait le succès de cet outil, c'est que la preuve de l'apprentissage est visible, est vérifiable. Et donc, le recruteur fait sa propre opinion, au-delà de ce qu'on a apporté comme une note. Alors, peuvent-ils permettre à un jeune diplômé de mieux prouver ses compétences réelles au-delà de son CV? Oui, c'est largement au-delà d'un CV. Le CV va juste répertorier ce que j'écris, ce que je veux écrire. Mais ici, l'open badge n'est pas juste émis par l'étudiant lui-même. La preuve de son apprentissage est émise par l'institution qui a émis l'open badge. Et l'institution sait que c'est sa crédibilité qui a aussi engagé. Elle ne va pas donner un document qui va la discréditer sur le marché. Et donc, effectivement, lorsque l'étudiant détient le badge et qu'il le partage, nous avons la confiance de l'étudiant, c'est vrai, mais aussi de l'institution qui l'a émis. Et donc, du coup, ça apporte une valeur beaucoup plus poussée qu'un CV ordinaire dans un marché de l'emploi qui est assez concurrentiel. Autrement dit, est-ce que les open badges pourraient réduire le fossé qu'on a aujourd'hui entre la formation académique et les besoins des entreprises? Oui, pour notre expérience, la réponse est oui. Et nous avons organisé une journée avec des entreprises. Nous avons eu 14 entreprises à Lomé que nous avons réunies au sein de cette institution, justement, à l'Université, et qui ont regardé avec des étudiants qui étaient présents également. Nous avons discuté et effectivement, la question est revenue sur la table. L'entreprise est beaucoup plus sereine lorsqu'elle fait un recrutement avec l'open badge et lorsqu'elle fait un recrutement avec un diplôme ordinaire classique,
qui lui n'est qu'un chiffre qui est porté dessus. Le pen badge, encore une fois, apporte quelque chose de supplémentaire qui est la preuve de l'apprentissage. Donc au-delà, la note qui est marquée devient même quasiment inutile parce que j'ai la preuve palpable que l'étudiant a vraiment appris. Et c'est ce qui rassure les entreprises. Et c'est ce qui rassure également l'institution qui fait la promotion. Et c'est ce qui rassure l'étudiant qui dit, écoutez, moi je vais aller prendre le pen badge parce que au-delà qu'on m'apprenne juste des notions académiques, on va m'apprendre la notion académique, on va m'aider à développer une compétence technique ou professionnelle, mais surtout, on va me donner une preuve que j'ai appris, que je peux partager. Et ça change la dimension de l'open badge pour les étudiants finissants. Bien sûr, toute innovation rencontre bien sûr des obstacles. Quels sont donc aujourd'hui les principaux défis pour une adoption plus large des open badges? Vous allez de pays en pays, vous en parlez, vous avez des experts qui s'y connaissent, qui s'intéressent également à cette pratique dans l'éducation. Aujourd'hui, on vous a vu lors d'une rencontre, d'une formation ici à Lomé, et après, vous allez encore partir dans d'autres pays. Quels sont les obstacles, les défis? Alors, effectivement, les open badges, comme vous l'avez dit, rencontrent des obstacles comme toute technologie. Le premier obstacle va être que l'open badge bouscule des codes établis. Déjà, l'obstacle de la transmission de la connaissance, les canaux traditionnels de l'enseignement sont bousculés. On ne peut plus se permettre de juste dicter un cours à une classe et puis à évaluer en posant des questions de cours. Et donc, ce canal qui est bousculé est quand même un premier obstacle. Parce que l'enseignant ou l'école est le canal par lequel doit passer l'information. Ensuite, un étudiant ne peut plus se lever, regarder dans un cahier, recopier une leçon et puis dire « j'ai appris ». Donc, l'étudiant lui-même doit faire un effort supplémentaire dans son apprentissage. Il doit mériter ce qu'il apprend. Et donc, l'étudiant qui n'aimerait pas mériter une note qu'il obtient, aussi voit un obstacle. Ensuite vient, quoi qu'on dise, le matériel. Il faudrait avoir un smartphone, une tablette ou un ordinateur et une connexion Internet pour finir son apprentissage par les open badges. Sinon, je peux initier un apprentissage, mais je ne peux pas le terminer. Et donc, on tombe sur un blocage qui peut être économique, qui peut être technologique, si je n'ai pas, par exemple, le coût d'Internet. Donc, ce sont des obstacles auxquels on fait face, mais qui, à chaque fois, on réussit à trouver une solution pour les contourner, pour les faire évoluer, pour faire comprendre, et puis on réussit à passer. Pour l'instant, on n'a pas eu de blocage définitif où on n'a pas pu traverser. Mais ce sont les obstacles sur le chemin qu'on rencontre qui nécessitent qu'on puisse discuter, réfléchir, et ainsi de suite. Parfait. Est-ce qu'aujourd'hui, la culture académique, parfois très attachée au diplôme, peut freiner cette évolution de la chose? Non. Parce qu'on ne remet pas en cause un diplôme. Et c'est ça, comme je l'ai dit au départ, le pen badge est un instrument au service du diplôme. C'est un instrument au service du diplôme qui va plutôt aider le diplôme à augmenter sa valeur. Donc, quand je décerne un diplôme qui respecte toutes les conditions du système LMD tel que défini par le processus de Bologne ou par son adoption en Afrique subsaharienne dans la zone CAMES par exemple, ce diplôme a plus de valeur. Mais si je délivre un diplôme sous la coupole LMD mais qu'à l'intérieur je ne respecte pas toutes les prescriptions, ce diplôme sur le marché doit avoir moins de valeur. Et donc ici, le pen badge va apporter une sécurité supplémentaire, une assurance qualité supplémentaire au diplôme qui est émis. Parce qu'on va chercher à mettre en place toutes les conditionnalités qui ont été prévues initialement. Des perspectives d'ici 5 ans, 10 ans? D'ici 5 ans ou 10 ans, il y a un exemple qui me vient en tête tout de suite. On peut arriver par exemple à ce que toutes les écoles d'une zone éducative puissent adopter un principe de dire, écoutez, nous, on veut réduire le taux de chômage en passant par le pen badge. Parce que les étudiants qui vont bénéficier de cette technologie de formation pourront être autonomes dans la recherche d'emploi, pourront être beaucoup plus performants, mais pourront eux-mêmes créer de l'emploi, déjà. Je sais que quelques pays aujourd'hui ont commencé à passer à des diplômes nationaux pour justement valider cette assurance qualité. C'est que le Bénin a commencé, le Togo, j'ai eu des échos qui veulent aussi suivre, d'autres pays vont peut-être mettre dans la danse pour justement renforcer la qualité de leur diplôme au niveau national pour qu'elle soit plus compétitive, mettre une barrière supplémentaire de vérification après qu'on ait fait la formation. Mais oui, dans 5 ans, 10 ans, pourquoi pas, le pen badge peut être un baromètre pour juger la qualité des formations lorsque une école a fait son institution.
Ça serait un point intéressant pour nous. On est pratiquement à la fin de notre entretien de ce jour, mais cette dernière question flash, pourquoi, selon vous, l'éducation à l'ère des Open Badges est-elle une révolution? Alors, c'est une révolution déjà parce qu'elle s'inscrit dans l'ère de son temps. Déjà, aujourd'hui, quoi qu'on dise, la technologie nous dépasse parfois, mais on ne peut pas rester en bas de la révolution. De cette révolution technologique. Et l'Open Badge vient aider l'éducation à entrer dans l'ère de son temps. Donc pour moi, ça permet à l'éducation d'être aussi révolutionnée. Première chose. Deuxième chose, on a une révolution qui a commencé il y a quand même une vingtaine d'années avec le système éducatif qui a changé. Dans tous les pays du Sud, les pays francophones, nos systèmes éducatifs ont changé. Je sais que le Togo a eu sa loi d'orientation définitive signée en 2017, mais le Togo fait partie des premiers pays africains qui a adopté le LMD, qui est une révolution dans l'éducation. Mais cette révolution, aujourd'hui, a quand même plusieurs failles qui sont relevées par la recherche scientifique, par plusieurs travaux de chercheurs qui disent, attention, on n'est pas encore dans une ère où on est pleinement dans ce qu'on a fait comme changement, mais l'Open Badge, aujourd'hui, vient aider cette révolution qui a été initiée il y a 20 ans, à atteindre son plein succès. Donc je pense que rien que pour ces deux raisons, l'Open Badge aujourd'hui est une bonne révolution dans l'éducation. Parfait, merci beaucoup d'avoir répondu à merci vos questions. Un dernier mot? Merci beaucoup pour votre plateau, d'avoir invité. Ça me fait plaisir que notre travail soit apprécié et ce qui mérite aujourd'hui qu'on passe aujourd'hui sur un plateau. Mais également, je ne dirais pas un cri de cœur, mais c'est une doléance universelle que je vais peut-être passer, mais il faudrait que chacun joue son rôle aujourd'hui pour qu'on puisse avoir un développement économique beaucoup plus poussé. Et pour moi, l'éducation est l'une des clés pour arriver à un développement économique plus poussé. Et l'Open Badge essaie d'être un moyen pour arriver à un développement économique beaucoup plus poussé. Et donc, on puisse aider chacun à ce qu'on puisse y arriver. Merci beaucoup. Merci Mathieu. À vous, Alphonse Niamien, vous êtes chercheur, expert praticien de l'éducation numérique pour ces explications. Messieurs, mesdames, nous retenons que les Open Badges représentent une nouvelle manière de reconnaître les savoirs et compétences au-delà des diplômes qu'ils ouvrent, de belles perspectives pour les étudiants comme pour les professionnels. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. À très vite.